Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacques Boutot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Europe Écologie Les Verts du 2e arrondissement à Paris. On va justement parler évidemment de la capitale et de la situation politique. Avant, j'aimerais vous entendre sur Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement, vous le savez, a abandonné le projet au début de l'année, au mois de janvier. Et c'est une très bonne chose. L'exécutif avait laissé aux occupants de la ZAD jusqu'au 1er avril, jusqu'à la fin de la trêve hivernale, pour quitter les lieux. Est-ce que vous, en tant qu'opposant historique, entre guillemets, à cet aéroport, vous craignez des débordements et des violences à l'occasion de l'expulsion de la ZAD ? Tout d'abord, je constate qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent sur la ZAD tout à fait légalement et normalement et qui souhaitent récupérer leurs terres pour pouvoir travailler. Et puis il y a d'autres personnes, les paysans historiques, les paysans qui se sont ralliés ensuite, et puis d'autres personnes qui mettent en œuvre des principes de vie autour de l'autonomie, autour de la décroissance même, ou de la sobriété volontaire. Ces personnes sont trop souvent assimilées à des délinquants, à des gens violents, ce qui n'est pas le cas. Il y a quand même une base dure de personnes qui veulent rester et qui veulent mener un bras de fer avec le gouvernement sur l'occupation de la ZAD. Ça dépend. Ils y restent pourquoi faire et dans quelles conditions. Sur le Larzac, par exemple, comment ça s'est résolu? Par exemple, José Bové n'aurait jamais eu de ferme dans le Larzac. C'est un urbain, comme chacun sait, qui fait son retour à la terre à l'occasion du Larzac et qui a défendu cette terre. Il y a peut-être des José Bové aujourd'hui parmi les gens qu'on veut expulser. Alors, je peux comprendre que le gouvernement n'a pas envie de créer de futurs José Bové. Mais moi, si j'en crois ce que j'ai lu de la part de la préfète Nicole Klein, la préfète des Pays de Loire, qui négocie, elle dit quoi? Elle dit tout le monde est un peu tendu, c'est vrai, mais il y a une poignée, c'est 10 irréductibles qui refusent de parler. Les autres, l'immense majorité des zadistes ou assimilés sont autour de la table et viennent parler pour trouver les meilleures conditions de sortie. Vous êtes plutôt confiant sur cette expulsion ? Moi, je crois que le gouvernement est dans son rôle quand il joue les gros bras et qu'il dit on va expulser tout le monde et ça ne va pas se passer comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais dans la réalité des faits, ce n'est pas ce qui se passe. Ce serait d'ailleurs, je pense, je vous l'ai dit, une mauvaise idée. Il faut mettre tout le monde autour de la table, discuter et puis avec ceux qui veulent parler, avec ceux qui veulent construire un avenir pour Notre-Dame-des-Landes, aller voir les quelques derniers irréductibles et puis voir avec eux quelle sortie de crise on peut trouver de façon pacifique. Il faut prendre le temps de parler. Est-ce qu'en tant que membre du parti Europe Écologie Les Verts, vous pensez qu'Emmanuel Macron est un président de la République écolo ? Non, je ne pense pas qu'il est un président de la République écologiste. Je pense qu'il a un ministre écologiste, Nicolas Hulot, oui, mais que ce ministre n'a pas les moyens de mener une politique écologiste, en tout cas qu'il n'a pas les moyens d'influencer l'ensemble de la politique. Vous pensez que Nicolas Hulot ne pèse pas sur les décisions du gouvernement et qu'il ne fait pas avancer des dossiers sur l'écologie ? Très marginalement. Regardez, il s'est battu sur le glyphosate, il n'a quasiment rien obtenu. Même si c'est l'Europe qui a décidé au final. Mais pour la France, il n'y a quasiment rien eu. Sur les gaz de schiste, dans les 5 ans. Et puis en attendant qu'on trouve un produit tout aussi probablement efficace, donc nocif. Non, je pense que ce qu'il aurait pu vraiment engager, c'est une rupture de la politique agricole française vers une orientation vers une agriculture bio à grande échelle, vers l'agroforesterie, qui est la seule solution l'une des solutions pour lutter contre l'érosion des sols, contre la baisse de la biodiversité. Vous savez, 30% des oiseaux ont disparu dans les campagnes françaises. C'est un chiffre récent, oui. Oui, tout à fait. C'est un chiffre récent dont on prend conscience. Vous savez que tous les ans, il y a l'équivalent de 1 million de terrains de foot qui sont en surface, qui sont couvertes par le béton et l'asphalte, que la biodiversité est tellement dégradée qu'on parle de la 6e extinction des espèces et que si face à cela, on ne met pas en œuvre une autre façon de penser notre politique agricole, de
travailler avec les paysans, eh bien, on va vers des déconvenues, mais à l'échelle planétaire, qui remettent en cause nos modes de vie et l'existence même de nos civilisations humaines telles qu'on les connaît jusqu'à présent. On ne se rend pas compte à quel point la biodiversité, c'est un socle sur lequel nous assoyons notre développement, la production de ce que nous fabriquons, de ce que nous consommons, et aussi inhérent à notre joie de vivre, notre plaisir d'être en vie. Sur justement l'écologie dans les villes, et notamment à Paris. Vous faites partie de la majorité de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et sur différents dossiers, on voit qu'elle est en difficulté. Je pense aux voies sur berge, aussi au Vélib. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être en mesure de se représenter lors des élections municipales de 2020 ? Non, mais l'écologie, c'est vrai que c'est difficile, parce que ça change les habitudes, ça remet en cause des façons de faire habituelles. Prenons les voies sur berge. Les voies sur berge, les écologistes le demandent depuis 2001 de fermer les voies sur berge aux voitures pour l'ouvrir aux piétons et aux circulations douces. Alors c'est compliqué, cela agace une minorité de personnes, d'ailleurs des personnes qui souvent sont des Parisiens eux-mêmes qui roulent en voiture, puisque 50% des voitures qui roulaient sur les voies sur berge étaient des Parisiens, c'est immatriculé 75. Bon, sur Vélib, c'est vrai qu'il y a un fiasco sur Vélib, mais vous le reconnaissez, un échec. Oui, il y a un échec, mais qui est en train de se résoudre. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Moi, je vois les stations qui commencent à réouvrir. J'ai enfin pu emprunter un Vélib il y a 2 jours, alors que j'aurais dû pouvoir le faire dès le 1er janvier 2018. Donc, je vais, comme tout le monde, demander un remboursement sur les 2 mois où je n'ai pas pu, et c'est quelque chose qui a été demandé par les écologistes à la ville de Paris pour que l'exploitant Smooth & Go accorde des réductions aux usagers qui n'ont pas pu utiliser le service. Donc voilà, maintenant ça va aller mieux. Est-ce que Anne Hidalgo n'est plus en mesure de se représenter à cause de ça? Bien sûr que non. C'est des difficultés, vous savez, on reconnaît les grands hommes ou les grandes femmes politiques à leur capacité à surmonter les obstacles. Donc il y a des obstacles importants qui se placent sur le passage de la politique de Anne Hidalgo et des écologistes à Paris. Vous pensez qu'elle va surmonter ces obstacles? Je pense qu'elle est en capacité de les surmonter, et je pense qu'elle est en capacité, bien entendu, de se présenter, et j'espère qu'elle sera en capacité d'être élue, à moins que ce soit un candidat écologiste. Mais j'ai quelques doutes, très franchement. Mais en tout cas, ce qu'il sera important, c'est que les candidats et les écologistes fassent le meilleur score possible au premier tour de ces élections. Vous mènerez cette liste ? Non, je ne pense pas que je mènerai cette liste. Moi, je fais mon 3e mandat, enfin, sauf si on me le demande. Mais je ne pense pas que... Enfin, de toute façon, c'est les militants qui en décideront. En tout cas, je ne suis pas du tout là dans cette idée. Mais en tout cas, je suis dans l'idée que l'écologie à Paris est indispensable et qu'il n'y a pas d'écologie sans candidat écologiste au premier tour qui pèse et qui influe sur la politique de la maire de Paris ou du maire de Paris lorsqu'il est élu. Les objectifs, effectivement, écologistes à Paris semblent faire un peu consensus, même au sein de l'opposition. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode avec Anne Hidalgo? En tout cas, c'est ce que lui reprochent les élus de l'opposition. Est-ce qu'il pourrait expliquer les échecs sur les voies sur berge ou sur les Vélib? Non, mais vous savez, je crois que l'opposition n'est absolument pas claire sur cette question, puisqu'elle était opposée à l'ouverture des voies sur berge. Ensuite, elle a dit il faut les ouvrir, mais tout en laissant passer les voitures. Maintenant, elle dit qu'elle est pour, mais elle dit que c'est la méthode qui ne va pas bien. Donc je crois qu'on a affaire à une opposition qui ne sait pas trop où elle va. Elle ne sait pas si elle doit accompagner la volonté des Parisiens, l'envie des Parisiens d'une ville plus apaisée, moins polluée, avec plus de nature et plus de place pour les circulations douces, ou si elle doit être sur ses fondamentaux productivistes, croissantistes, plus d'activité, toujours plus de profit pour les riches et moins pour les autres. Vous pensez qu'Anne Hidalgo sait où elle va quand elle parle d'une candidature de coalition pour 2020? Elle semble à la fois essayer de tenir sa majorité sur sa gauche, de tendre la main aux macronistes. Est-ce que vous y voyez clair? Alors, Hidalgo essaye de faire du en même temps. En même temps le Parti communiste et en même temps la République en marche, en passant par les écologistes, les amonistes et bien sûr ce qui reste du Parti socialiste. C'est très compliqué pour elle. Moi je crois qu'elle va être contrainte de faire des choix, surtout en 2020, donc c'est maintenant que ça
ça se prépare. Et je crois que les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui sont très largement liées au fait qu'il n'y a pas eu de sa part d'arbitrage politique clair avec ou sans En Marche, et que ça contribue à faire en sorte que les Parisiens ne s'y retrouvent plus, qu'elle n'a pas une... plus tout à fait... Voilà, que c'est pas clair. C'est confus. Vous lui demandez une clarification, finalement. Tout à fait, tout à fait. Une clarification politique et oui, compris pour on votre stratégie. On veut savoir où on va. Est-ce qu'on va vers plus d'écologie, plus de mieux vivre ensemble, avec une coalition résolument de gauche et ouverte, ou est-ce qu'on va vers du en même temps, un petit peu pour les riches, un petit peu de cosmétiques pour les pauvres, un petit peu pour la pollution, et un petit peu pour l'écologie, comme le pratique La République En Marche. Toujours sur les municipales, un récent sondage donnait Benjamin Griveaux, l'actuel porte-parole du gouvernement, gagnant à Paris. On sait qu'il ambitionne de se présenter dans la capitale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le sondage est très contestable. Il interroge non pas des gens qui ont une intention de vote, mais des gens qui pensent qu'ils iront peut-être voter. Il est à 2 ans de l'élection et, par exemple, aucun candidat écologiste n'était sondé. Ce qui est un peu étrange dans la mesure où je rappelle que les écologistes ont fait le 3e score en 2014 avec 8,8% des voix et que c'est cet apport de 8% qui a permis à la maire de Paris de l'emporter au second tour. Donc c'est quand même pas négligeable et fondre notre candidature dès le premier tour avec celle de la maire de Paris, c'est une erreur. Et sur Benjamin Griveaux, est-ce qu'il peut être un opposant redoutable pour Anne Hidalgo selon vous ? Pour l'instant, c'est le porte-parole du gouvernement, donc moi je l'invite à faire son boulot. Et puis s'il veut être candidat à la mairie de Paris, qu'il le dise clairement, qu'il démissionne et qu'il commence sa campagne. Mais le mélange des genres, c'est jamais très souhaitable. Je l'invite aussi à bien réfléchir. Je lui rappelle que les parachutages n'ont jamais marché à Paris, que ce soit celui d'une personnalité comme Philippe Séguin ou Nathalie Kosciusko-Morizet, qui étaient quand même des très bons candidats. Donc Benjamin Griveaux peut effectivement être assez haut dans les sondages à 2 ans de l'élection parce que c'est le porte-parole du gouvernement, mais quand il sera candidat, ce sera autre chose. Moi, je l'inviterai à se méfier. Un petit mot pour finir sur les élections européennes. Oui. Est-ce que vous pensez qu'Europe Écologie Les Verts, qui est relativement affaiblie depuis les dernières élections, a les moyens de présenter une liste autonome pour ces élections qui auront lieu en 2019 ? Oui, je le crois. D'ailleurs, si Europe Écologie Les Verts est affaiblie, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est entre autres parce qu'il n'a pas été en capacité d'avoir un candidat jusqu'au bout à la présidentielle. Yannick Jadot, en l'occurrence. Voilà, c'est une erreur qu'il ne faudra pas recommettre et que Europe Écologie Les Verts ne se présente pas à une élection européenne, je crois que les gens ne comprendraient plus rien. En plus, c'est une élection qui nous réussit plutôt. Les gens comprennent que les écologistes sont l'un des premiers partis européens. On est depuis très longtemps structuré au niveau européen et qu'ils attendent des politiques écologistes françaises, qu'elles soient aidées par l'Europe. Et donc pour ça, il faut peser sur l'Europe pour faire plus d'écologie en France. Et les écologistes sont très bien placés pour ça. Merci beaucoup Jacques Boutot. Restez avec nous. On passe tout de suite à vos questions avec Julie Coulon-Profisi. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Jacques Boutot. Alors, une première question de Flo Dupont qui vient d'arriver sur le chat du Figaro.fr. Soutiendrez-vous une start-up qui promeut l'installation d'unités de fermes rurales en ville et notamment à Paris ? Bah oui, c'est une excellente idée. L'agriculture urbaine, je ne pense pas qu'on nourrira la planète avec, mais si au moins on arrive à nourrir une partie des Parisiens, c'est pas mal. Parce que ça s'inscrit dans les circuits courts. Et puis en plus, tout ce qui est végétal, ça contribue à notre bien-être et à la réduction de l'empreinte carbone. Donc c'est parfait, je soutiens. Alors on a une autre question de Paul, qui vous dit « Bonjour, pensez-vous qu'on reverra un candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on tire l'analyse que ne pas avoir eu de candidat à la présidentielle, c'est plutôt nuisible pour l'écologie politique, parce qu'elle ne s'incarnait pas. On l'a fait, vous savez pourquoi? Parce qu'on avait peur que Le Pen soit au second tour et qu'on ne voulait pas reproduire 2002. Voilà, il y avait une grosse... On nous avait beaucoup reproché ensuite, en 2007, d'avoir un candidat et de ne pas nous... Bon, donc voilà, il y a eu toutes ces discussions, mais en fait, ça n'a pas empêché ni d'avoir un candidat au deuxième tour qui soit le Front National, donc ce n'était pas très utile. Et puis, l'alliance avec Benoît Hamon, elle était compréhensible dans la mesure où on avait des programmes très proches, mais c'est plutôt cette partie amoniste du Parti socialiste qui est venue sur les fondamentaux des Verts pour faire une OPA sur nos idées et ce qu'on défendait. Alors c'est très bien, hein, les idées c'est fait pour être diffusées le plus largement possible, mais à ce moment-là, il aurait été logique que ce soit Yannick Jadot qui se maintienne et Benoît Hamon qui se rallie. Et à ce titre, Martial voudrait savoir si l'alliance Europe Écologie Les Verts entre l'Europe Écologie Les Verts et le PS serait toujours d'actualité. Ah ben, a priori, nous sommes pour des alliances à gauche, parce que l'écologie s'inscrit dans un mouvement d'émancipation historique qui redonne de la place à la démocratie, à l'égalité, donc on s'inscrit plutôt à gauche. Donc bien sûr, dans une élection à 2 tours, on s'allie avec le parti de gauche le mieux placé, et c'est jusqu'à présent le Parti socialiste. Ça pourrait être un autre parti, mais aujourd'hui La France insoumise, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, ça peut être aussi le Parti socialiste qui se rallie aux écologistes. Si un jour, historiquement, on fait des scores importants, c'est possible. Ou la France insoumise qui se rallie aux écologistes, si un jour on fait... Vous savez, les choses changent très vite hein, aujourd'hui. Les gens ne sont pas tenus à un vote pour la vie. On vote en fonction de l'élection, en fonction du candidat, en fonction du programme, en fonction des alliances ensuite. Et peut-être que, moi je n'en doute pas d'ailleurs, et notamment en raison de l'immensité des problèmes liés, on en parlait tout à l'heure, à la biodiversité, à la pollution, à la crise climatique qui va avoir des conséquences réelles et concrètes sur les habitants. Les écologistes ont des vraies solutions et je ne doute pas que les gens finissent par le comprendre. Donc qu'on soit un parti majeur auquel les autres se rallieront. On a une question de John Sacha, qui est un habitué de l'émission, qui voudrait savoir si vous pensez que les travaux du Grand Paris, notamment du nouveau métro parisien, soient terminés pour les Jeux Olympiques. Ah ben, là-dessus, moi je note que les lignes qui sont privilégiées, c'est celles qui desserviront les sites olympiques, notamment la ligne 14, alors que les lignes qui sont les plus saturées, la ligne 13 et la construction de la future ligne 17 pour donner plus de confort de transport, eh bien c'est des lignes qui seront moins privilégiées. Donc on va privilégier les lignes qui desservent les sites olympiques et pas les lignes du quotidien des franciliens qui n'en peuvent plus de la ligne 13, qui n'en peuvent plus d'être saturés. Je trouve que c'est dommage. Parce que, ça va renchérir le coût des Jeux Olympiques, parce qu'on va mettre de l'argent pour accélérer des lignes qui vont être prêtes en 2024, mais ce n'est pas les lignes les plus importantes. Les lignes les plus importantes, les plus essentielles pour les quotidiens des Parisiens, c'est celles qui vont passer à la trappe. Alors que là, on fait une ligne pour 15 jours de fréquentation pendant les 15 jours des Jeux Olympiques en 2024. Vous étiez contre, en plus, l'organisation des Jeux Olympiques dans la capitale. J'étais opposé aux Jeux Olympiques à Paris, notamment parce que Paris n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour être une ville-monde. On est déjà la première destination touristique du monde. Je ne vois pas ce que les Jeux Olympiques vont nous apporter, à part beaucoup de fonds publics gaspillés pour un spectacle où la corruption, le dopage, notamment, la commercialité partout, la publicité est contraire aux valeurs annoncées de l'olympisme. Au moins, c'est clair. Alors, on a une dernière question qui nous vient de Jean. Il dit, vous avez affirmé votre soutien à l'armée syrienne libre il y a quelque temps. Oui. Que pensez-vous de la situation actuelle en Syrie, et notamment dans la Ghouta orientale? Je trouve que c'est dramatique et c'est une honte pour les pays occidentaux de laisser tomber les Kurdes qui ont contribué à abattre Daesh sur le terrain.
et aujourd'hui les laisser se faire massacrer par l'armée turque et par les armées de Bachar el-Assad, comme c'est le cas actuellement, c'est absolument insupportable. Et je crois que Macron, qui a reçu des représentants des Kurdes et de l'armée syrienne libre, ou ce qu'il en reste, a pris des engagements, et j'espère qu'ils seront tenus, parce que c'est notre devoir moral de sauver la Ghouta et de sauver ce qu'il est possible d'en sauver, et d'aider, de venir en aide aux Kurdes qui sont venus en aide à l'Occident en battant Daesh, qui est notre ennemi. On l'a vu encore malheureusement très récemment. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup Jacques Bouteau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve mardi.